Un seul titre dans l'actualité, les routiers n'ont pas attendu la fin de l'ultimatum. Déjà des barrages filtrants ici ou là, les négociations n'auront pas convaincu les syndicats débordés par la base. La grève semble désormais inévitable. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans 4 heures précisément, la plupart des régions de France seront touchées par le mouvement des camionneurs. La situation toute la journée a évolué entre la confusion et la détermination. On a même cru un instant que le blocus serait ajourné. Les déclarations des syndicats ont ajouté à la confusion, mais c'est la base dans chaque département qui décide. Voici actuellement la carte des premiers barrages. Jusqu'à présent, comme vous le voyez sur l'image, une vingtaine de dépôts de carburant sont déjà bloqués, comme à Marseille, à Bordeaux, à La Rochelle, barrage filtrant sur l'A6 à Villefranche-sur-Saône et un dispositif pour bloquer des points stratégiques est prêt à fonctionner dès 22 heures. Partons tout de suite pour Bordeaux avec dès ce matin l'image symbole à Bassens où les chauffeurs ont brûlé l'accord conclu cette nuit. Actuellement, ils bloquent 2 dépôts de carburant. Reportage François Privat, Bernard Benarme. Le désaccord de la base. Ces routiers brûlent la déclaration commune FO-CFDT. Entre déception et revanche, 1 an après à Bordeaux, le blocus des dépôts de carburant recommence. La rémunération annuelle est maintenue, on ne peut pas l'accepter, ceci. Je pense que les négociateurs ont encore besoin de la pression qui est maintenue sur le terrain, un peu partout en France. Nous savons aussi qu'il y a des barrages qui ont été levés. Depuis ce matin, les chauffeurs empêchent les ravitaillements exceptionnels prévus pour les stations-service et les hypermarchés. Il y a des gens qui vont rentrer de vacances, donc tu ne rentreras pas faire de carburant. Garde-toi à côté, là, ça va s'arranger. Et parfois la discussion s'anime, surtout lorsque les responsables parisiens des grandes centrales syndicales prônent le dialogue avant même d'avoir consulté leur base. Le combat, il est pareil que pour FO que pour la CFDT, c'est le même, merde. Pourquoi on se divise là? Et on ne se divise pas. On va se diviser pour que ça y est, chacun va prendre sa bagnole et on se barre. Et ça sera terminé, on va encore passer pour des cons. On va leur montrer qu'on est présent et puis si ça va pas, et puis on va monter à Paris, je sais pas ce qu'on va faire, mais ça va chier. Ça va chier, ça va barder, c'est tout. Ça va se durcir comme c'était malheureusement prévu parce qu'on s'en doutait un petit peu, mais tant qu'il y avait du dialogue, il y avait de l'espoir. Un feu, quelques litres de café, ils passeront leur première nuit sur le barrage. Rejoignons François Privat à Bordeaux. Apparemment, les barrages s'installent pour durer avec un véritable plan d'action, semble-t-il. Oui, un véritable plan d'action avec surtout un point stratégique. Ce sont donc ces dépôts de carburant. Alors ce que l'on sait, c'est que cette nuit, les routiers vont recevoir du renfort afin de mieux maîtriser les barrages. Alors d'autres actions sont également prévues à partir de demain. On parle d'actions notamment concernant les centrales d'achat d'hypermarchés. Des actions qui auraient lieu selon nos informations, notamment dans les Landes. Et je dois vous dire ici que bien sûr, qu'ici bien sûr tout le monde est très déterminé. Merci François. À l'évidence, le protocole d'accord patronat-syndicat signé tôt ce matin n'a pas éteint la colère des chauffeurs, pas plus que les propositions du gouvernement. Effet d'annonce, la CFDT parle d'un accord historique, Force ouvrière dit oui puis se rétracte. À ce jeu du chaud et froid, on a du mal à s'y retrouver, d'autant que les fédérations régionales ne semblent pas entendre les directives de la capitale. Les explications nécessaires de ces négociations marathon avec Olivier Caroff et Frédéric Faure. La journée avait bien commencé pour les syndicats. Après 11 heures de négociation, une partie du patronat accepte de lâcher du lest sur les hausses de salaire des routiers. Nous avons, à mon avis, une soirée, une nuit historique. J'ai obtenu effectivement qu'ils aient une augmentation supérieure de 1% à la valeur du SMIC. Ça fait exactement, je me suis gouré dans mon chiffre. Mais après quelques heures de sommeil, Force ouvrière refait ses comptes. L'accord négocié au petit matin ne convient plus aux militants. L'état-major de Force ouvrière change d'avis. Des organisations syndicales ont utilisé ce terme, il faut avoir un effet de vitrine. Oui, c'est vrai que j'ai combattu tout ce que j'ai vu comme effet de vitrine parce que je voulais un compte rendu honnête. Celui-là m'a échappé, ça arrive. Hein. Au même moment, à la CGT absente des négociations, on dresse déjà la liste des premières villes touchées par la grève des routiers. Les copains de Clermont-Ferrand ont donc décidé d'arrêter le travail. Je pense que ça se traduira par des formes de barrages et de blocages filtrants d'un certain nombre de points. Nous avons des informations sur Tours, Le Havre, Bordeaux. À la CFDT, en fin de matinée, on croit toujours qu'un accord est possible. Un texte est prêt demandant le report de la grève au 12 novembre. Seule condition que l'UFT signe l'accord. La réponse du principal syndicat patronal tombe peu après, c'est non.
Le dispositif prévu aujourd'hui va très au-delà des mesures que nous considérions comme supportables. Nous sommes très inquiets des conséquences qu'aura l'application d'un tel accord. L'objectif de l'UFT, il est clair, ils veulent le conflit, à tout prix. Dans l'après-midi, la CFDT tente une dernière fois de calmer sa base, sans grand résultat. À Force ouvrière, vers 18 h, les premiers fax tombent, annonçant des actions immédiates sur le terrain. Tout est prêt pour l'épreuve de force, y compris la carte de France où vont s'afficher les barrages de la nuit. Jean-Claude Guessot, ministre du Transport, a mis tout son poids depuis plusieurs jours pour faire aboutir les négociations, ne pas laisser filer le mouvement. C'était bien l'intention affichée du gouvernement. Ce soir, au Club de la Presse, le ministre rend responsable l'attitude passive de l'organisation patronale, l'UFT. Pour autant, le ministre ne désespère pas. Nous l'écoutons. À l'heure où je vous parle, j'espère encore et je souhaite que non seulement l'accord, la déclaration qui a été signée se traduise en un accord, en bonne et due forme, cette fois-ci, que ce soit appliqué, et je souhaite bien entendu qu'il n'y ait pas de blocage et de barrage de l'économie dans notre pays. L'organisation patronale, l'UFT, a fait savoir que dans la mesure où cet accord serait signé, et s'il était étendu, eh bien, elle l'appliquerait. Je vous avoue que je souhaite une attitude un peu plus positive de l'UFT. Je crois que cette attitude passive, qui nourrit encore la suspicion quant à la capacité d'appliquer dans ce secteur un accord, parce que un des drames de cette corporation, c'est que ces travailleurs, ces salariés ont le sentiment profond qu'ils ont été bernés dans le passé. À Rouen, les paroles du ministre ou de leur fédération n'ont pas eu de poids. À l'heure du déjeuner, aussi bien les routiers CGT que CFDT ont voté la grève. Ils s'y préparent activement. Reportage Luc Bazizin et Rémi Poissonnier. Pour eux, c'est décidé. La grève commence dès ce soir. Les routiers de Haute-Normandie disent non au protocole d'accord. Les bidons sont prêts et les pneus s'accumulent dans les remorques. Marcel Lecomte, secrétaire régional du syndicat CFDT, prépare dans le jardin de l'un de ses collègues tout ce qui pourra dès cette nuit constituer des barrages sur les routes. Dès ce soir, il faut qu'on y aille, on va aller à la bataille. Donc, eh bien, on emploie les moyens du bord et on y va. Dès ce soir, il y a des barrages devant les zones industrielles et devant les dépôts pétroliers. La collection de slogans complète celle de ces éléments de barricade qui bientôt empêcheront la circulation de tout camion. Et à quelques kilomètres de là, dans la zone industrielle, le quartier général s'installe. On monte la tente et dans moins de 2 heures, les routiers grévistes rejoindront leurs collègues pour étaler pneus, poutrelles et autres troncs d'arbres en travers de la route ici près de Rouen et aussi au pied du pont de Normandie, près du Havre. Aux dernières nouvelles, 120 militants qui s'emprêtent à envahir les routes du Havre, il n'y a aucun problème. Allez, oh! Les Normands s'apprêtent à tenir le siège pendant plusieurs jours et prévoient les stocks en conséquence. Pour éviter tout problème avec leur employeur, ces routiers n'engageront cette fois sur les barrages ni camions ni voitures, mais une logistique lourde qu'ils jugent tout aussi efficace. La nuit est tombée, il est un peu plus de 20 heures, les feux sont allumés et réchauffent les grévistes qui dehors s'apprêtent à passer leur première longue nuit de conflit. Voyons maintenant la situation dans le Nord. Sur place, une coordination intersyndicale s'est installée il y a quelques minutes dans un lieu encore tenu secret. Toute la journée, les différentes fédérations ont pris position localement. Hervé Guéquière et Dominique Mas ont suivi ces assemblées générales. Est-ce que vous êtes pour l'action ce soir? Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour la mise en place des barrages? Oui. Ceux qui sont contre? C'est clair, les routiers nordistes de Force ouvrière ne sont pas satisfaits de l'accord de la nuit dernière. Ils continuent donc à mettre la pression. Ce qu'on espère, c'est que très rapidement, les négociateurs se retrouveront autour de la table, ils nous proposeront quelque chose et que tout le monde sera content d'accepter et qu'on puisse retourner au boulot. Vous savez, les chauffeurs aiment leur métier, ils aiment conduire. Donc, c'est pas de gaieté de cœur qui font ce type d'action.
Est-ce qu'on y va ce soir? Oui. Ceux qui sont pour y aller ce soir. Un peu plus tôt à la CFDT, même décision. On fait la grève, tout s'est décidé. Et là, on a des AG qui retombent un peu partout. Là, on vient d'avoir Charente-Maritime, ils viennent de décider aussi. Donc je pense que nationalement, c'est parti. Dès ce soir, les routiers ont décidé de bloquer le centre régional de transport de l'Équin à 10 km au sud de l'île. À Marseille, une centaine de chauffeurs routiers des Bouches-du-Rhône ont voté la grève pour une durée indéterminée. Là-bas, on se prépare à un conflit dur et long, avec en tête les accords de 96 qui ne sont toujours pas appliqués, précise le délégué CGT sur place, Mathieu Huchet, Vincent Dezombre. Sur ce parking, ils étaient plus d'une centaine à avoir répondu présent à l'appel des syndicats. 16 heures, la grève ne fait plus aucun doute et les responsables forment déjà les équipes pour installer les barrages. Charles Martin est du nombre. Il fait route vers l'aéroport de Marignane, là où il doit bloquer la zone de fret. Nous, à la base, on ne peut plus. On ne veut plus et on ne peut plus. Voilà, il y en a marre. Tout le monde en a marre. Tout le monde en a marre parce que le problème, la conjoncture, on ne l'a pas fabriqué, nous. Mais on a subi les conséquences beaucoup plus que tout le monde. Sur place, quelques militants sont déjà arrivés. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de monde, mais Charles est persuadé qu'il faut s'installer dans la durée. Voilà, c'est parti pour la nuit? Oui, pour la nuit et certainement pour la semaine. Si les syndicats patronaux ne décident pas d'avoir un peu de bon sens, quoi, tout simplement. À peine en place et une patrouille de police arrive. Ton Courtois, le capitaine fait l'inventaire des différents barrages. Ici, c'est promis, on bloquera uniquement les poids lourds, pas les voitures de tourisme. Les grévistes ne veulent pas devenir impopulaires. Mathieu Huchet, vous êtes dans la zone industrielle de Vitrolles. Derrière vous, déjà des barrages. Et ici, on annonce clairement le dispositif de blocus. Oui, préoccupation prioritaire ici, bloquer et paralyser les zones industrielles de Vitrolles et de Marignane, là où les entreprises adhérentes aux organisations patronales sont les plus nombreuses. Une dizaine de barrages comme celui-ci seraient déjà en cours d'installation. Les syndicats l'ont affirmé, la volonté n'est pas de bloquer la population, seuls les poids lourds seront immobilisés et les raffineries ne seront bloquées que si le dispositif doit se durcir, si la grève doit durer. En attendant, la préfecture du Var et des Bouches-du-Rhône ont annoncé ce soir que les cellules d'urgence de l'année passée sont déjà prêtes à être réactivées. Merci. Près de Lyon maintenant, dès 17h, barrage filtrant sur l'autoroute A6 Paris-Lyon à la hauteur du péage. Des routiers CFDT accompagnés d'ambulanciers et de chauffeurs d'autocars ont mis en place ces dispositifs. Le point avec Jeff Wittemer. Pour eux, la grève des routiers, c'est déjà une réalité. Quelques camions ont suffi, installés dès 17h au péage de Villefranche sur l'autoroute A6 à 40 km au nord de Lyon, direction Paris. Barrage filtrant, les voitures peuvent passer sur une file, les poids lourds, eux, doivent stationner sur le bas-côté. Un bouchon s'est formé en quelques minutes. Lyon et sa banlieue n'ont donc pas attendu pour entrer dans le conflit. Dès cet après-midi, les routiers CFDT majoritaires ici entreprennent le blocage de la raffinerie de Feyzin, le principal dépôt de carburant de la région. Et on sera prêt à tenir le temps qu'il faudra. Ce coup-ci, c'est nos familles qu'on veut élever dans des conditions correctes. Ici non plus, les négociations parisiennes n'ont donc pas convaincu la base. Ici aussi, on s'attend à une grève tendue, à un conflit qui sera long. La perspective de la grève inquiète depuis plusieurs jours les transporteurs étrangers, notamment les camionneurs anglais qui ont pris leurs précautions en franchissant la frontière belge. Ils sont actuellement massés dans le port de Zeebrugge, plusieurs dizaines de camions qui devraient regagner la Grande-Bretagne. Il est vrai que les Anglais gardent un très mauvais souvenir de la grève de l'an passé, leurs véhicules bloqués pendant plusieurs jours. À la frontière espagnole maintenant, dès cette fin d'après-midi, quelques grévistes ont commencé à mettre en place les premiers barrages. La vigilance est extrême, ne laissez passer que les produits frais. Reportage Sandrine Albo et Emmanuel Claire. À 18h, premier barrage sur la frontière espagnole. On va installer un pré-barrage là parce qu'on s'aperçoit que certains véhicules s'installent pour pouvoir passer la frontière. Certains chauffeurs étrangers tentent un passage avant le blocus annoncé pour 22h. Je viens du Maroc. J'ai débarqué dans les Algérie hier.
J'ai roulé, mais je n'étais pas au courant. En fin d'après-midi, les grévistes laissent tout de même circuler quelques camions. On est d'accord pour laisser passer les frigos et toutes les dérogations internationales. Ça c'est clair, on les laisse pas. On fait exactement le même prix que vous, il n'y a aucun problème de ce côté-là. D'accord. Mais les tricheurs, ils passeront pas. Tout à fait. Celui-ci déclare transporter du beurre pour Londres. Mais faut faire demi-tour. Vous n'avez pas le droit de rentrer en France avant 22 heures. Après vérification, il ne transporte en fait que des éléments d'ameublement. Sa tentative aura échoué. Mais peu de routiers étrangers se sont présentés à la frontière ce soir. Une dizaine, alors qu'habituellement, le dimanche, ils sont plus d'1 millier à attendre pour passer en France. Après 22 heures, tous seront bloqués. Les voitures, en revanche, pourront circuler librement. Partons maintenant pour Brive-la-Gaillarde, comme bien d'autres, l'exemple de ce chauffeur routier salarié dans une grande entreprise. Philippe Busserias et Emmanuel Beck l'ont suivi depuis ce matin. Et j'ai le dentifrice, crème à raser. Cette grève, René l'attendait depuis longtemps. Alors ce matin, les nouvelles venues de Paris n'ont pas refroidi son ardeur. Dans la valise, rien ne manque. René part avec l'ambition de tenir un siège. Je vais chercher ta serviette. Oh, bah, entre 8 et 15 jours. Ah oui, il y a 8 et 15 jours. Puis s'il faut, on montera, il n'y a pas de problème. Ça va être dur. Alors comme faut pas trop souffrir du froid. Faut mieux s'équiper, hein. Allez, on dit au revoir, papy. D'ordinaire, chez ce routier, les dimanches sont sacrés, réservés à la famille. René est chauffeur de poids lourd depuis 30 ans. Toute l'année, il fait la navette entre la France et l'Allemagne. Et le week-end, il gare son camion devant chez lui. Mais aujourd'hui, c'est en voiture qu'il devra se déplacer. Quand je suis chez moi, ça fait 20 ans que le camion est chez moi. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, mon patron me l'a confisqué. Parce que maintenant, il veut pas que je manifeste avec son véhicule. L'année dernière, René n'a fait que 2 jours de grève. Cette fois-ci, il compte bien être parmi les premiers à manifester. Arrivé dans les locaux du syndicat, il faudra d'abord convaincre les délégués, plutôt réticents à la mise en place d'une action radicale. Donc tu commences le barrage par exemple d'une supposition à 10 h et tu le termines à 16 h. T'emmerdes personne comme ça. Faut pas emmerder les autres. Tout le monde a laissé des plumes, les patrons et nous aussi. Bon, sauf que nous, on n'a pas beaucoup de plumes. C'est dommage. Mais je suis prêt à tenir 1 mois s'il le faut. Est-ce que vous pensez que les collègues qui sont à Rouen ou à Bordeaux qui sont en train de bloquer, est-ce que vous pensez qu'ils vont se dire, tiens, les gars de Brive sont en train de se dégonfler, les gars de la Corrèze, les gars de la Charente, vous pensez à tous ces gens-là qui sont depuis ce matin? Finalement, la décision est prise. Une vingtaine de chauffeurs partent installer un barrage filtrant devant le dépôt d'hydrocarbures de Brive-la-Gaillarde. René s'apprête à passer sa première nuit de grève avec l'espoir de faire plier rapidement les grands patrons du transport. Et puis la Fédération des transports, Force ouvrière, tient actuellement une conférence de presse. Pascal Golomer, vous êtes sur place. Qu'annonce son leader Roger Poletti? Quelle est la tonalité de ses déclarations? Écoutez, la conférence n'a pas encore tout à fait débuté, mais on sait d'ores et déjà que Roger Poletti soutient les actions engagées ou celles qui vont l'être dans les prochaines heures. On est donc loin du climat plutôt optimiste qui régnait au petit matin à la sortie des négociations. Les représentations syndicales, les représentants de la CFDT par exemple, parlaient d'une journée historique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les chauffeurs sur place ne partagent pas du tout cet enthousiasme et ils l'ont dit tout au long de la journée à leurs délégués, vous l'avez vu dans les différents reportages. C'est le contenu qui a déçu, trop peu d'augmentation dit-on. C'est aussi l'absence de la signature de l'UFT, la principale partie patronale, qui inquiète, et le fait que le gouvernement s'engage à rendre obligatoire l'accord n'a pas suffi à dissiper les craintes. Les routiers se souviennent des promesses non tenues après le conflit de l'an dernier. La tâche n'est donc pas simple pour des syndicats qui tout au long de la semaine ont mobilisé leurs troupes pour faire pression sur les négociations. Ce soir, les troupes veulent en découdre alors que les négociations sont maintenant rompues. Les représentants syndicaux ne sont pas encore désavoués, loin de là, mais ils devront faire très attention et jouer une partie serrée dans les prochaines heures pour éviter d'être complètement débordés. Et puis, merci. On apprend actuellement que la Fédération nationale des chauffeurs routiers appelle les salariés des entreprises de transport public à la grève afin de faire aboutir leurs revendications. Du côté des automobilistes, c'est par milliers qu'ils ont traversé la frontière belge dès l'aube pour faire le plein d'essence. Il est vrai que du côté de Dunkerque, par exemple, les pompes étaient à sec dimanche matin. Dans le sud-ouest de la Belgique, plusieurs bouchons se sont formés. Seul point positif ce soir sur les routes des retours. Pas de bouchons, la circulation est fluide. Les automobilistes auront pris sans doute leurs précautions. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur le conflit des routiers. Nous referons un point tout à l'heure en fin de journal.
Le reste de l'actualité avec, à la veille de la reprise du procès Papon, cette déclaration de Simone Veil, interrogée dans l'émission Polémique de Michel Cotta. L'ancienne ministre a rappelé avec beaucoup d'émotion que le procès Papon ne doit pas diviser les Français. On l'écoute. Depuis 50 ans, au fond, c'est la chose à laquelle je pense le plus. C'est peut-être pour ça que j'ai une réflexion qui essaye d'être objective, d'essaye de comprendre les autres. Ma sœur a été déportée uniquement comme résistante. Et personne ne savait qu'elle était juive. Nous nous voyons tous les dimanches matins. Eh bien, tous les dimanches, nous ne parlons à peu près que de ça. Mais nous avons fait un chemin ensemble qui permet de nous comprendre l'une l'autre. Et je crois que c'est très important. Et je crois qu'il faudrait que le procès Papon, c'est ce que je voudrais dire, ne soit pas une occasion de division encore entre des Français, qu'ils ne se comprennent pas. Qu'au contraire, on utilise ça pour essayer de comprendre que chacun porte son propre malheur, que chacun porte sa douleur par rapport à ça et essaye de le transcender pour comprendre la douleur de l'autre et pour essayer non pas de mettre de la confusion, mais qu'on comprenne cette époque et qu'on assume aussi, que chacun sache assumer. Ceux qui ont été responsables acceptent d'assumer leurs responsabilités. Pour sa part, le président de la République, Jacques Chirac, appelle la France à assumer toute son histoire. Je le cite, le blanc comme le gris, les heures de gloire comme les zones d'ombre. Ce message a été lu ce matin à Thonon-les-Bains pour l'inauguration du mémorial consacré à la mémoire des Justes, ces hommes et ces femmes qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre. Portrait de Jeanne Brousse. Pendant la guerre, elle fabriquait des faux papiers et elle a réussi à sauver des dizaines de Juifs à Annecy. Didier Guyot et Philippe Évêque. Je n'aurais pas aidé ces familles, et ben je me le serais reproché tout le temps. C'était un devoir de conscience pour moi. Je savais qu'en ne faisant pas cela, ben peut-être ils étaient exposés très sûrement à l'arrestation. C'était il y a 57 ans. Jeanne Brousse était alors une jeune femme d'une vingtaine d'années, secrétaire au service réfugié de la préfecture de Haute-Savoie. Devant le désarroi des familles juives qu'elle rencontrait tous les jours, elle décida de dire non à l'injustice, non à Vichy. Bonjour madame. Bonjour. J'ai travaillé dans ces locaux, vous voyez, il y a fort longtemps. Et je suis contente de revoir ces lieux. Et c'est ainsi qu'au péril de sa vie, par simple amour pour son prochain sans même en parler à sa famille, elle se met à fabriquer des faux papiers, inventant des noms, des professions et de faux états civils. Je peux dire que c'est une vraie fausse carte en ce sens qu'elle a été signée à la préfecture. Ce n'est pas une signature imitée, mais j'ai changé l'identité des personnes. Un nom typiquement juif, je le transformais. Dans ce cas, ça a été la famille Aron. J'ai donc appelé cette famille Caron en ajoutant simplement un C par avant, mais sur des documents authentiques. Françoise, Nicole et Daniel avaient en 1940, 9, 7 et 4 ans, 3 sœurs perdues dans la tourmente de la guerre. Leurs parents ont été arrêtés, les voici seules à Annecy. Jeanne Brousse les prend sous son aile. Elles auront de faux papiers, seront hébergées. Si elles vivent aujourd'hui, c'est grâce à Jeanne. J'ai toujours pensé qu'on lui devait beaucoup à cette... Oui, toi tu as toujours pensé qu'on lui avait jamais assez rendu, oui. Je pense, oui. Et on a toujours ce sentiment que ça sera jamais assez, ça c'est sûr. Parce que, bon, elle nous a sauvé la vie, alors nous, bon, on la reçoit, on l'accueille, mais est-ce qu'on aurait fait pareil? Je sais pas, j'espère. Alors ça, bonjour François. Qu'est-ce que je suis gâtée aujourd'hui. Quand même. C'est rare, ça me fait toutes les trois, mais c'est merveilleux. Alors ça me fait vraiment plaisir. Hein. Et si elles sont venues toutes les trois aujourd'hui rendre visite à leur mère adoptive, c'est pour lui rendre hommage, elle et tous ceux qui, modestement, dans l'ombre, ont aidé des familles juives à ne pas être déportées. À Thonon désormais, un mémorial est dédié à Jeanne Brousse et à tous ceux qui ont suivi son exemple, tous ceux qui ne sont plus forcément là aujourd'hui. Je pense à bien des gens qui ont disparu, que j'aurais voulu me retrouver ici, qu'on n'a pas pu sauver, voilà, tout simplement. En France, à ce jour, 1600 justes ont été honorés. Le pape Jean-Paul II s'est associé à tous ceux qui prient pour leur mort et spécialement pour les victimes des camps de concentration. S'adressant aux Polonais, le Saint-Père a ajouté qu'il se rendrait en pèlerinage spirituel à Auschwitz et à Cracovie. À Chambéry, le Conseil général et la préfecture de Savoie ravagés par un incendie. Les 2 étages du château du duc de Savoie et la toiture de l'édifice ont été détruites par les flammes ou par l'eau.
C'est demain que s'ouvrira devant la cour d'assises de la Sarthe le procès de Danny Le Prince, accusé d'avoir massacré 4 membres de sa famille. Le drame s'est déroulé il y a 3 ans. L'homme aurait tué à l'aide d'un hachoir. Son village natal est encore sous le choc. Florence Bouquilla, Jean-Claude Elfassi. Torigné-sur-Dué, modeste bourg, quelque part dans la Sarthe, célèbre pour son malheur depuis 3 ans. Le 5 septembre 1994, au matin, dans cette maison, on découvre 4 corps. Ceux de Christian Le Prince, 34 ans, sa femme Brigitte, 36 ans, et de leurs 2 filles, Sandra, 10 ans, et Audrey, 6 ans. Ils ont été massacrés au hachoir de boucher. Seul témoin de l'horreur, Solène, 2 ans, la 3e petite fille de Le Prince, retrouvée derrière une porte, hébétée. La psychose s'empare du village qui craint d'abord un crime de rôdeur. Puis l'assassin présumé est arrêté. Danny Le Prince, le frère de Christian, l'oncle des 2 fillettes assassinées, avoue les 4 meurtres. 3 ans après, Torigné porte encore le poids de ce drame familial. Certains au village disent que Danny, l'aîné, aurait toujours été jaloux de la réussite de son petit frère Christian. D'autres affirment que les 2 familles étaient très unies. La plupart des villageois suivront le procès avec attention. Sur le coup, ça a été une grosse surprise, mais après, que voulez-vous, nous n'y pour rien. On est quand même assez curieux de savoir à combien il va être condamné quand même. Parce que c'est quand même une boucherie qui s'est passée là-bas. On attend le procès avec impatience, parce que c'est important pour nous de savoir la vérité, puisque maintenant il paraîtrait qu'il se serait rétracté, alors je ne comprends pas. On ne le condamne pas, parce que on ne comprend pas. Voilà, on ne comprend pas. Danny Le Prince, lui aussi, affirme ne pas comprendre. Il a avoué puis s'est rétracté. La justice et Torigné-sur-Dué espère la vérité à partir de demain, devant la cour d'assises du Mans. Le joueur de football havrais Cyril Pouget contre-attaque, positif à un contrôle antidopage en septembre. Il met en doute la contre-expertise effectuée hier et demande son annulation. Florent Gautreau et Vincent Maillard. C'est un match un peu particulier que Cyril Pouget vient de commencer, un match juridique qui risque de durer. Après la contre-expertise positive annoncée hier, le joueur et son avocat contre-attaquent. Il y aurait eu, selon eux, une erreur de codage des flacons et l'urine analysée pourrait ne pas être celle de Pouget. La seule certitude, elle est là aujourd'hui, c'est que volontairement, je me suis jamais dopé. Alors maintenant, est-ce que j'ai pu prendre ça à mon insu? Est-ce qu'il y a eu une erreur? Est-ce qu'il y a eu une malveillance? Est-ce qu'il y a eu autre chose? Je n'ai aucune réponse. Si la contre-expertise a duré 3 jours, c'est que la bataille juridico-scientifique a été rude derrière les murs du laboratoire de Châtenay-Malabry. Et pendant ces 3 jours, Cyril Pouget et son avocat auraient fait constater par huissier une trentaine d'anomalies. Les opérations de contrôle telles qu'elles sont menées au laboratoire et telles qu'elles ont été menées depuis le début du contrôle du reste ne recueillent aucune garantie suffisante, violent parfois expressément la loi et présentent, dans certains cas précis, de graves vices de procédure. Outre le problème du codage des flacons, le joueur et son avocat évoquent le manque de fiabilité des appareils de mesure du laboratoire de Châtenay-Malabry. Le laboratoire est pourtant agréé par le Comité international olympique et il est le seul habilité en France à analyser les contrôles antidopage. En attendant, dopage ou pas, Cyril Pouget peut continuer à exercer son métier de footballeur. Tant que la procédure est en cours, aucune sanction sportive ne peut être prononcée. L'Américain Pete Sampras a remporté aujourd'hui l'Open de tennis de Bercy. Il a battu le Suédois Björkman en 4-7, 6-3, 4-6, 6-3, 6-1. C'est la 2e fois que Pete Sampras remporte le tournoi. Et puis comme chaque année, le marathon de New York, cette fois-ci c'est un Kényan qui a remporté l'épreuve en 2 heures, 8 minutes et 11 secondes. Le marathon est sans doute l'une des épreuves sportives les plus prisées de très nombreux Français. D'ailleurs, n'hésitent plus chaque année à traverser l'Atlantique. En Afrique du Sud, le prince Charles, après avoir rencontré hier Nelson Mandela, s'est rendu au concert des Spice Girls, accompagné du prince Harry. Depuis la mort de Diana, c'est la première image en public du jeune prince. Le nouvel album des Spice Girls sera en vente mardi en France. Les 5 filles de la pop musique britannique sont adulées un peu partout dans le monde. Véritable phénomène de société, les Spice Girls ont développé un sens très aigu du commerce. À Londres, Étienne Lénart. Avant elle, jamais personne n'avait osé, mais ce soir-là, le prince Charles les trouva si charmantes qu'il en redemanda.
mot à mot les filles épicées, elles donnent le vertige aux hommes, en tout cas aux Anglais, un cocktail marketing savamment dosé entre émancipation et joie de vivre. Un an d'existence seulement et un tel succès que des clones des Spice Girls envahissent centres commerciaux et fêtes de patronage. Un seul mot à la bouche, Wannabe, le titre qui les propulsa en tête des hit-parades à travers le monde et dont plus une Britannique n'est censée ignorer les paroles. It will be my lover. You gotta get with my friends. Making love forever, which never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Spice Girls. Inévitable conséquence de cette ascension planétaire, nos 5 amis sont régulièrement désormais transformés en femmes sandwich. Des poupées de Noël aux pubs en tout genre, 100 produits sont estampillés Spice Girls. Gare à l'indigestion, avertissent les spécialistes qui craignent une surexposition jusque sur les paquets de chips, parfums bacon-oignon et les canettes de boissons gazeuses. L'enquête que nous venons de mener montre que 2 personnes sur 3 souhaitent que les Spice Girls se concentrent sur leur musique et se montrent beaucoup moins sur tous les produits possibles et imaginables. Spice World, leur dernier album, devrait malgré tout en France comme ailleurs crever les plafonds. En un peu plus d'un an, nos 5 demoiselles épicées ont engrangé plus de 500 millions de francs et choisi de s'installer chez nous, près de Nice, pour échapper à la note très salée cette fois du fisc britannique. Cinéma, après Seven, le réalisateur américain David Fincher nous propose une nouvelle descente aux enfers, The Game, avec Michael Douglas, entraîné dans un jeu de rôle féroce et violent. Nicole Cornu-Langlois. Alors voilà, ça va être quel cadeau peut-on bien faire à celui qui a tout? Conso récré service. Pour le golf, j'ai tout ce qu'il me faut. Appelle ce numéro. Pourquoi? Ils te mettent du piment dans la vie. Du piment. Et cet homme puissant mais seul, blasé, accepte la proposition de son frère pour tenter de changer sa vie. Tout ça, votre produit, c'est quoi? Oh, c'est un jeu. Un jeu, conçu personnellement pour chaque participant. Comme des vacances fantastiques. Sauf que vous n'allez nulle part. C'est le jeu qui vient à vous. Ce jeu proposé est un jeu dangereux qui remet en question toutes les acquisitions de la vie, apporte humilité et compassion. C'est une réflexion sur le pouvoir et l'argent. Marchez lentement si vous voulez donner pour marcher lentement. Ce film, c'est un conte moral, non? J'aime beaucoup les choses vraies. Alors, quand on pense comme ça, on aime beaucoup les romans psychologiques. Et quand les gens regardent le film, on pense peut-être c'est moi. Alors ça c'est une opportunité pour les autres de penser comme moi. Vous êtes à un moment de votre vie où vous avez comme cet homme la consécration en tant que producteur, acteur. Vous êtes riche, vous recevez des prix, des honneurs comme ici à Saint-Sébastien. Êtes-vous comme lui coupé de la réalité? Non, il est évident que quand on joue un rôle au cinéma, on le nourrit le plus possible de sa propre vie, pour personnaliser le rôle. Et si le personnage a du pouvoir et de l'argent, il est normal d'établir des comparaisons. J'ai la grande chance de ne pas me sentir isolé, mais je comprends ce sentiment. J'essaye de me tuer. Diaboliquement mis en scène par David Fincher, ce jeu machiavélique nous échappe parfois. Vous a-t-il transformé la vie, vous? Oui, de plusieurs façons, mais je n'ai pas forcément envie de tout partager avec des gens que je ne connais pas. Le 24e Festival mondial de l'image sous-marine d'Antibes a décerné un prix spécial du jury à un reportage sur la pêche au thon de Cyril Tricot et Franck Léger. Un reportage qui sera diffusé jeudi dans Envoyé spécial. En voici un extrait. C'est maintenant la débandade de la dernière chance. Et pour les marins, la moindre fausse manœuvre ne pardonne pas.
des mastodontes de 200 kg pour 2,50 m de long, dont le moindre battement de queue peut vous briser les os. Il y a maintenant plus de 4 heures que Serge a largué son filet. Et il faudra encore des heures pour hisser les thons un par un ou par deux et les entreposer en lieu sûr sur le bateau piscine. Un navire canadien affrété par le mareyeur espagnol de la compagnie qui effectue d'incessants va-et-vient entre les zones de pêche et le port de débarquement au sud de l'Espagne. Et puis le prix Niki de la Commission européenne pour la promotion du rôle de la femme dans la société a été décerné à Dominique Torres, Didier Dahan et Pascal Vernier pour leur documentaire Au nom de l'honneur, l'histoire de cette jeune fille turque assassinée par sa famille dans l'est de la France. Avant de refermer ce journal, revenons sur l'essentiel de l'actualité du jour avec le conflit des routiers avant la mise en place partout en France des barrages. Le dernier point avec Jeff Wittenberg. La France des barrages routiers. L'ultimatum des chauffeurs expire dans 3h30, mais la décision est prise, ce sera le blocage dans tout le pays. La base a rejeté ce qui avait été négocié tout au long de la nuit dernière avec l'un des syndicats de transporteurs, un marathon qui n'a servi à rien, et les tractations parisiennes qui se sont poursuivies aujourd'hui ont été refusées par les routiers sur le terrain. Résultat, les premières actions ont été lancées dès ce dimanche après-midi. Les cibles sont principalement les raffineries et les dépôts de carburant. Ce sont aussi les premiers barrages filtrants. Dès ce soir, sur l'autoroute A6 près de Lyon, un avant-goût du spectacle attendu partout à partir de demain. Le ministre des Transports, Jean-Claude Guessot, tient la principale fédération des patrons transporteurs pour responsable de la situation. Et puis cette dernière information, Force ouvrière appelle les routiers à la grève. Le secrétaire général de la fédération, Roger Poletti, vient de déclarer qu'il appelle les routiers à cesser le travail ce soir et à rejoindre tous les bouchons possibles. C'est la fin de ce journal. Tout de suite la météo. 23h35, dernière édition, Bruno Roger Petit. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde reçoit Roger Poletti, secrétaire général de Force ouvrière des transports. 13h, Patrick Chêne, Antoine Cormery. 20h, Daniel Bilalian. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.